Bonjour à tous. Je vais effectivement rapidement vous faire un rappel sur le périmètre de la phase 3. Si j'arrive à changer de slide, voilà. Donc pour rappel, je vais le faire rapidement parce qu'on l'a déjà fait à l'occasion de notre dernier webinaire qui date du 30 juin dernier. Et puis je pense que vous avez tous l'info, compte tenu qu'on est mi-novembre et que le délai est janvier. J'imagine que vous savez tous à peu près ce que couvre la phase 3. Donc je vais faire un rappel rapide. Donc bien évidemment, la phase 3 reprend l'ensemble des déclaratifs déjà couverts en phase 2. On y ajoute la DUX, la partie déclaration de cotisation des retraites complémentaires et des organismes complémentaires, dont la prévoyance. On y rajoute également l'ensemble des données déclarées en DADS. Et puis un ensemble d'informations qu'ils ont appelées formalités fiscales, notamment la CVAE. En tout cas, ça, c'était le scope initial de la DSN phase 3 tel qu'il était prévu. Je ne détaille pas tout ce qui est non substitué à date. Vous en avez le détail dans la partie basse du slide. Et je bascule sur le planning. Le planning, de la même façon, vous l'avez sûrement en tête toutes et tous. Le délai aujourd'hui est toujours janvier 2017 pour la mise en œuvre de la DSN phase 3. Le GIP a communiqué en ce sens le 13 octobre dernier auprès du club utilisateur HR Access, comme il a dû communiquer par ailleurs sur l'ensemble des autres clubs. Voilà, je ne rentre pas davantage sur l'aspect planning. Le constat à date qu'on fait nous chez HRPass et que font aussi un ensemble de partenaires de chez nous, on est en projet sur plusieurs dizaines de clients chez HRPass, quel que soit l'outil, et on constate dans les phases de conception avec nos clients qu'un certain nombre d'organismes ne sont pas prêts. Alors, qu'est-ce qui nous permet de dire ça? Notamment que lorsqu'on leur demande les éléments de paramétrage via les fiches de paramétrage, certains organismes nous répondent aujourd'hui, on n'est pas prêt, on n'a pas les fiches, et on vous les fournira courant décembre. Moi, j'ai plusieurs exemples de clients qui sont dans ce cas-là, avec des organismes en face qui ne sont donc pas en mesure de produire leurs attendus en termes de DSN phase 3. Donc, ça, c'est le premier point en termes de risque et de constat à date d'avancement du projet. On constate également que sur la phase 3, il y a un certain nombre de sujets qui ont été sortis du périmètre, notamment la CVAE, dont j'ai parlé juste avant. Alors, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Ça fait référence au bloc 42 de la DSN. Donc, je répète, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Donc, c'est des infos qui sont normalement pas gérées dans les systèmes de paye, qui sont gérées aux directions financières, en règle générale. Ça fait typiquement partie des informations qui sont attendues normalement en DSN, mais non issues de la paye directement. Il était prévu initialement donc ce type d'infos soit injecté en DSN. Concernant la CVE, ce ne sera pas le cas. Il y aura continuité de la production du CERFA 1330 sur la déclaration de la CVE. Pour les gens de la paie, ça ne dit rien, la CERFA 1330. Par contre, aux gens de la finance, ça leur dit sûrement quelque chose. Donc ce bloc-là est sorti. Autre élément important sur le modif du scope, c'est que le bloc 66 relatif au temps partiel thérapeutique devient non obligatoire. Et concernant le bloc 34 relatif à la pénibilité, il y a toujours des échanges en cours entre les éditeurs notamment et le GIP pour définir la gestion cible attendue de ce bloc. Nous aujourd'hui on a des éditeurs qui ne se positionnent pas pour alimenter en standard le bloc 34 en nous expliquant qu'ils ont encore des échanges avec le GIP sur comment l'alimenter. Concernant le bloc 34, typiquement, la problématique relève aussi d'une cohérence entre le bloc 34, ce qu'on déclare en termes d'exposition à la pénibilité, et ce qu'on déclare au niveau des cotisations en bloc 80. Donc, voilà, le constat à la fois sur la préparation des organismes, l'impréparation de certains organismes, je ne parle pas de tous les organismes. Justement, il y a une question là-dessus. On précisait les organismes qui ne sont pas prêts. Alors, il y en a plein des organismes. Je ne vais pas vous donner les noms de ceux, mais j'en ai 2-3 en tête. Il faut que la meilleure façon, mais on l'abordera dans le slide qui suit, c'est de les contacter.
il faut que vous contactiez les organismes très rapidement pour savoir s'ils sont prêts à réceptionner une phase 3 et d'abord prêts à vous fournir une fiche de paramétrage. Si vous constatez qu'ils ne vous la donnent pas ou qu'ils vous donnent une fiche de paramétrage qui est un peu ancienne, ce qui se produit aussi, hein, vous pourrez en déduire qu'ils ne sont pas forcément prêts, et ils vous le diront d'ailleurs. Hein. Mais j'y reviendrai dans le slide qui suit. Donc de notre point de vue, de façon très objective, compte tenu de la situation à date, on pense qu'il y a un risque de décalage fort de la phase 3. Je vous aurais peut-être pas dit ça en juin. D'ailleurs, je ne pense pas qu'on ait tenu ce discours en juin. Par contre, là, on est mi-novembre. On a du mal à imaginer que, compte tenu du statut qu'on vient de vous faire, en un mois et demi, l'ensemble des organismes soient prêts et que ça finisse pas par remonter au ministère et que le ministère se prononce pas à un moment donné pour un décalage. Le risque, c'est qu'ils le fassent au dernier moment, comme ils ont l'habitude de le faire, et que voilà. Donc, notre préconisation dans ce contexte-là, alors notre préco, c'est d'abord de vérifier que quand vous intégrez vos solutions dans vos systèmes d'info qui permettent de couvrir une phase 3, en général, ces solutions permettent à la fois de produire une phase 3, mais aussi de garantir la continuité de production d'une phase 2. Donc notre préco, c'est d'abord de vérifier que quand vous intégrez ces solutions, elles permettent toujours de produire une phase 2 à iso-fonctionnalité et sans régression. Okay, je vous invite vivement à commencer par ça. Alors j'imagine que pour les gens qui ont travaillé sur une stratégie de recette, c'est effectivement la première phase que vous avez identifiée dans le scope de votre recette, mais c'est d'autant plus important compte tenu du contexte que je viens de vous décrire. Donc ça, c'est notre préco pour gérer ce risque-là par rapport à un non-démarrage éventuel de la phase 3. Donc, comme je l'ai évoqué... J'avais précisé, dans tous les cas, il faut vérifier la non-régression phase 2. Ouais. Démarrage ou pas, les données ne disparaissent pas de la phase 2, ne disparaissent pas avec la phase 3. Il faut rester sur un aspect contrôle de non-régression, sachant qu'on a déjà constaté des régressions sur certains logiciels de paye qui n'avaient pas forcément été vus par l'éditeur. Concernant les fiches de paramétrage, donc, ça fait partie des priorités de notre point de vue. La première chose à faire, c'est de demander et de récupérer les fiches de paramétrage si vous ne l'avez pas déjà fait, ce qui serait déjà un peu tard. Mais récupérer les fiches de paramétrage, soit sur le site de l'entreprise, le mieux c'est de les contacter directement et puis d'identifier s'ils sont en capacité déjà de les produire. Okay. Le deuxième point, c'est de vérifier leur validité. En fait, on s'aperçoit quand on réceptionne les fiches de paramétrage, soit certaines ne sont pas valables pour la phase 3, soit elles sont carrément pas à jour par rapport à vos contrats d'adhésion, voire ils se sont trompés de fiches en fonction des clients. Moi, j'ai vu des clients qui recevaient des fiches avec des contrats d'adhésion qui ne les concernaient pas. Donc, essayez d'obtenir le plus rapidement possible de la part de vos organismes complémentaires les fiches de paramétrage pour paramétrer la phase 3. Vérifiez-les, vérifiez leur conformité par rapport à ce que vous avez en termes de contrat et de cotisation, etc., de taux, vérifiez l'ensemble des lignes qui figurent dans ces fiches, sachant qu'en fonction de vos contextes respectifs, il se peut que vous ayez soit des dizaines de fiches de paramétrage parce que vous avez énormément de contrats par établissement, par exemple. C'est pas forcément des contrats groupes. Alors évidemment, quand c'est des contrats groupes, c'est plus simple, hein, parce que vous avez une fiche qui couvre l'ensemble des établissements de votre entreprise. Par contre, dès lors que vous avez des contrats qui sont au niveau établissement, qui sont portés au niveau de l'établissement et de la population, ça peut devenir très 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 vite un exercice lourd et très consommateur. Ensuite, une fois que vous avez vérifié que les fiches sont valables au regard des contrats que vous avez effectivement souscrits avec les organismes et au regard de ce que vous avez en paye, il faut vérifier leurs impacts. Alors, vérifier leurs impacts, c'est important parce que les fiches portent les règles de rattachement des contrats d'adhésion aux établissements, d'une part. Elles portent aussi les règles de rattachement des populations aux différents contrats d'adhésion.
Et puis, elles indiquent, comme je l'ai dit précédemment, la maille des cotisations attendues. Est-ce que les organismes ont besoin d'un éclatement par tranche ou est-ce qu'ils ont besoin, en général, oui. Hein. Et tout ça, c'est important. C'est important parce que on a constaté, nous, à la lecture des fiches de paramétrage, que les attendus des organismes sur un certain nombre d'éléments communiqués dans les fiches impactaient fortement le paramétrage. Par exemple, moi j'ai même des entreprises qui appelaient leurs cotisations sur un brut et dans la fiche, il était indiqué qu'il fallait faire un éclatement par tranche des cotisations. Donc il faut prévoir en paye, en amont, un éclatement des cotisations selon les tranches. Il y a également des mailles au niveau population que vous n'avez pas forcément au jour d'aujourd'hui, qui sont décrites dans les fiches de paramétrage. Donc il faut absolument vérifier que la maille indiquée dans la fiche, vous avez une maille similaire où vous avez la capacité de produire des cotisations à la maille attendue dans les fiches. Et pour l'avoir fait et pour le faire encore aujourd'hui avec beaucoup de clients, il n'est pas rare, c'est pas exceptionnel de constater qu'il y a un certain nombre de prérequis en paye à effectuer, soit en termes de paramétrage, soit en termes de gestion des affiliations des salariés au contrat. Et c'est très consommateur. Donc le point important pour ceux, j'espère qu'il n'y en a pas beaucoup parmi les 50 qui nous écoutent là, qui n'auraient pas commencé à étudier leur fiche de paramétrage, commencez à le faire, il y a urgence, ça peut être compliqué, gourmand en temps et très 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 consommateur de façon générale pour le projet et vous mettre en risque clairement, hein, je suis très clair, ça peut vous mettre en risque. On a des clients, ça fait des mois qui travaillent sur la paye pour aligner la maille paye à la maille attendue par les organismes. Donc il y a cette partie très paramétrage et il y a la partie, comme je viens de vous dire, affiliation. Le sujet des affiliations des salariés aux différents contrats peut requérir un gros travail du point de vue système d'info. Alors évidemment, ça ne concerne pas les gens qui sont outsourcés, hein, mais les gens les personnes et les sociétés qui sont en responsabilité sur leur maintenance évolutive, faites super attention. Nous, on rame les projets sur lesquels on a beaucoup de charges, c'est ceux pour lesquels ces sujets n'ont soit pas été anticipés par le client et quand on arrive, c'est un peu tard, soit parce que la charge est tellement élevée que ça prend du temps. Si vous sécurisez cet aspect-là sur votre phase 3, après on reviendra sur la partie cotisation, mais vous avez déjà épuré un risque majeur. Donc je pense que j'en ai assez parlé, là. Je pense que vous avez compris que c'était important et risqué. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, hein. Vous les posez dans le chat. Est-ce que j'ai oublié de dire quelque chose? Je ne crois pas. Alors, l'autre élément important pour la phase 3, et là on va aborder pleinement le sujet qui nous réunit aujourd'hui, c'est que si le DSN-Val comme en phase 2 couvre un certain nombre de contrôles, et couvre les contrôles qui figurent au cahier technique, d'accord? Juste pour info, le cahier technique, le nouveau, c'est ce qui s'appelle 2017p.1, valable pour janvier 2017. Vous faites aussi attention, concernant ce cahier technique, qu'il y a un journal de maintenance qui vient modifier au fur et à mesure quelques éléments qui y figurent, d'accord? Je pense à un exemple là tout de suite, c'est que par exemple, vous avez encore pour les affiliations, pour les rattachements aux caisses de retraite, vous avez encore des codes RETA, RETC, ça parle sûrement à un certain d'entre vous. Le journal de maintenance indique que ces deux codes vont être changés en code 063, 064. Voilà, c'est juste pour vous donner un exemple. Donc, faites attention à bien regarder le journal de maintenance qui vient modifier, certes à la marge, mais qui vient quand même modifier le cahier technique de 2017p.1. C'était une parenthèse. Donc le DSN-Val couvre les contrôles qui figurent au cahier technique. Mais du coup, il ne couvre pas
l'ensemble des contrôles métiers qui sont communiqués par ailleurs par les organismes. Exemple, on avait déjà ce cas en phase 2. En phase 2, c'est ce qu'on indique dans le slide. Pour l'URSSAF, il y avait un certain nombre de contrôles qui étaient indiqués dans le cahier technique, mais les contrôles qui figuraient dans les fiches ACOS, le guide ACOS que vous avez sûrement tous, qui décrit la façon d'alimenter les CTP et les attendus sur les blocs 22, 23, 78, 79, 81. Dans les fiches ACOS, on trouve un certain nombre de contrôles spécifiques à l'URSSAF qui ne figurent pas dans le cahier technique et du coup qui sont à vérifier. On donne un exemple dans le slide, sur le CTP 100, où il y a une exigence de correspondance entre le bloc 23 et le bloc, moi je suis caché avec le bloc 79, je le vois pas parce que c'est caché dans mon slide. Donc il y a une exigence de cohérence entre un bloc agrégé et un bloc nominatif. C'est écrit texto comme ça dans la fiche ACOS, et on a rencontré beaucoup d'entreprises qui ne contrôlaient pas cette cohérence, qui se contentaient de vérifier le bloc agrégé. 80% des sociétés chez qui on a travaillé, chez qui on a pu faire des diagnostics de fiabilité de la DSN phase 2, se contentaient effectivement de vérifier le bloc 23 en faisant une extraction de paye en parallèle et puis de vérifier que la somme en extraction de paye faisait bien le bloc 23, mais ne vérifiaient pas qu'au niveau nominatif en bloc, alors soit 79, soit 81, on retrouvait la cohérence en faisant la somme nominative, en faisant la somme au niveau nominatif. Et en effet, il ne faut pas oublier que la déclaration sociale nominative, c'est nominatif, donc les blocs agrégés ne sont qu'une facilité de gestion temporaire pour que l'URSSAF puisse gérer le passage de la DUX à la DSN, mais ont vocation à disparaître. Donc normalement l'URSSAF, quand elle sera prête, ne vérifiera plus que les données nominatives et non plus les données agrégées. Donc il vaut mieux anticiper ce point. Il faut l'anticiper, a fortiori si vous n'avez pas contrôlé encore. Commencez déjà par contrôler le nominatif au titre de la phase 2, peut-être avant de passer sur la mise en place des contrôles phase 3. C'est peut-être un prérequis. Je suis quasi persuadé que parmi vous, il y en a qui peut-être qui n'ont pas encore, qui se sont pas penchés sur le contrôle des blocs nominatifs sur le périmètre URSSAF. Faites-le a fortiori si par hasard la phase 3 est décalée, vous allez rester en phase 2, il sera d'autant plus important de vérifier les déclarations auprès de l'URSSAF que la phase 2 perdurera, mais indépendamment de ça, de toute façon, il faudra le faire. Et comme le dit Xavier, à un moment ou à un autre, le bloc 81, il sera vérifié. Donc, anticipez ce risque-là, vérifiez vos blocs 81 d'ores et déjà. Quand même une précision, en plus dans la phase 2, il n'y a pas que l'URSSAF. À partir du moment où vous allez générer des signalements, les données individuelles vont être exploitées complètement par d'autres organismes comme la CPAM ou Pôle emploi. Donc il faut, c'est des points de vigilance. On constate beaucoup en contrôlant automatiquement beaucoup d'erreurs, d'incohérences dans les données individuelles entre les contrats, les absences, les temps d'activité et les cotisations. Donc c'est un point à pas négliger, la DSN n'est pas une DUX, n'est pas une DUX, une nouvelle DUX, c'est bien une nouvelle façon de déclarer les données. C'est vrai que pour les données hors CTP, URSSAF, en phase 2, c'est pas rare que l'ensemble des autres données soient carrément pas vérifiées, quoi. Parce que sans impact jusqu'à présent. Sauf pour ceux qui font des signalements, ce qui sont encore une minorité. D'ailleurs, je serais curieux de savoir vous êtes à peu près, vous êtes 40. Je serais curieux de savoir parmi les 40 qui fait du signalement ou pas. Ça nous intéresse. On peut faire un sondage, Fabien? On ne peut pas faire de sondage. Ok, trop tard. Mais spontanément, peut-être que certains peuvent répondre directement à la forme de question en disant oui ou non. Non, mais c'est pas grave. C'est quoi la question que tu voulais poser? La question, c'est qui parmi vous produit des DSN de signalement? Donc, je reviens au contrôle spécifique phase 2. Il y a aussi dans les fiches ACOS, dans le guide ACOS, il y a aussi par exemple des exigences sur la présence des périodes de rattachement. Et en fait, on s'aperçoit que quand on regarde, quand on creuse un peu dans les déclarations, elles ne sont pas systématiquement indiquées comme il est attendu pourtant qu'elles devraient l'être, quoi.
dans les fiches, c'est clairement écrit, on attend systématiquement des périodes de rattachement. C'est pas bloquant, mais pour illustrer ça, dans le cadre de l'outil du temps par l'oral, on a mis en place un ensemble de contrôles sur les données individuelles phase 2 et on en est déjà à près de 300. Ça donne une idée de tout ce qu'il y a à contrôler pour que ça se tienne. Pour l'ensemble des organismes, là encore, il faut voir que la même donnée est envoyée à beaucoup d'organismes. Donc il suffit pas de se dire pour l'URSSAF ça correspond à ce qu'ils attendent. Il faut être sûr que la donnée est bonne pour l'ensemble des organismes vers lesquels elle va partir. Tu veux que je lance, je lance un peu. 48% oui, 52% non. ah bah il y en a plus que ce que je pensais. Ah, Voilà. Il y en a la moitié qui font du signalement sur les 40 qui nous. Donc j'étais très pessimiste en fait. Okay. Je ferme le sondage. Donc je reviens sur le slide. Donc on vous a rappelé les contrôles phase 2 parce qu'on pense, je pense à raison, que certaines entreprises ne sont pas allées au bout déjà des contrôles phase 2. Donc avant de parler des contrôles phase 3, peut-être commencer par fiabiliser les contrôles phase 2. Ensuite sur la phase 3, la phase 3 complique et ajoute l'exigence d'un certain nombre de contrôles métiers supplémentaires qui, vous allez le voir, sont plus complexes que ceux de la phase 2. Alors si on type un peu les contrôles phase 3 à mettre en œuvre, on les a regroupés, on aurait pu en faire plus, on aurait pu faire une typologie plus riche. Il y a d'abord une série de contrôles de cohérence entre blocs. Alors on verra un exemple dans le slide qui suit. Entre blocs, ça veut dire qu'il faut qu'on ait X dans un bloc et puis qu'on retrouve le X dans un autre. Donc ça c'est compliqué comme contrôle parce qu'il faut faire des contrôles croisés et c'est pas forcément simple. C'est pas comme si on extrayait un contenu de bloc, on vérifiait son contenu. Là on est en train de dire qu'il y a des contrôles de cohérence interblocs, entre deux blocs. Donc ça c'est une particularité. Alors ça existait déjà en phase 2. Hein. Je pense au numéro de contrat par exemple. Le numéro de contrat on le retrouve à plusieurs endroits. Et il est important de vérifier qu'on est bien sur le même numéro de contrat à chaque fois. Il y a aussi des contrôles particuliers à porter sur les montants déclarés au niveau des blocs 78, 79, 81, et non pas seulement sur chacun des blocs indépendamment l'un de l'autre, en gros, non pas seulement en vérifiant le contenu d'un bloc 81 par rapport à l'appel, mais aussi en vérifiant une cohérence d'alimentation croisée entre 70, 79 et 81. Il y a une consigne qui a été passée là-dessus par les organismes. On a un exemple dans le slide qui suit. Et puis, des contrôles dédiés aux organismes complémentaires. Il y a un certain nombre de docs. Je vous ai mis un doc en lien dans la parenthèse là, qui décrivent les attendus en termes de gestion des régularisations des cotisations et qui peuvent du coup amener à ce que des contrôles assez complexes soient mis en œuvre et qui seront clairement pas couverts en standard par DSN-Val. Je dis en standard qui seront pas couverts par l'outil DSN-Val. Voilà, qui sont vraiment des contrôles métiers OC, organismes complémentaires. Et puis il y aura aussi des contrôles dédiés pour les caisses de retraite. Il y a des documentations aussi sur les caisses de retraite où ils expliquent comment ils attendent la déclaration des cotisations et où il faudra sûrement prévoir des contrôles supplémentaires. Alors pour illustrer ça, dans ce slide-là, ça c'est communiqué par le... Alors je crois qu'on a mis DSN Info, il me semble bien que c'est sur DSN Info. Je crois que tu l'avais récupéré aussi ce slide. Donc là, typiquement, ça vous montre un exemple de contrôle croisé à effectuer entre différents blocs. Donc, vous voyez les flèches là, je ne vous rentre pas dans le détail. Alors, il y a un point important, c'est l'identifiant technique d'adhésion et l'identifiant technique d'affiliation. Donc, typiquement, ça, notamment, je dirais, en phase de recette, quand vous allez aborder la recette de votre phase 3, veillez à ce qu'il y ait des cohérences sur ces numéros techniques. Je dirais notamment en phase je dis notamment en phase de recette parce qu'on peut imaginer que si en phase de recette ça fonctionne bien, après ça fonctionnera bien. En tout cas, on peut le supposer. Vaut mieux le vérifier, et on peut supposer que déjà si c'est bon au titre de la recette, ce sera bon par la suite. Donc ça, ce schéma-là, oui, est disponible sur DSN Info. Si besoin qu'on vous donne les liens, etc. vers cette documentation, n'hésitez pas à nous demander,
envoyer par un chat, on vous répondra par mail derrière. Ça, c'est un premier exemple de contrôle. Dans ce slide, le deuxième, alors le fichier, l'extrait du fichier que je vous donne, là, ça a été également un fichier communiqué par DSL Info, je pense. En fait, il y a un onglet dans le fichier Excel, il y a un onglet par organisme. Donc là, on est sur un onglet pour l'ACOS qui définit les relations entre les blocs 78, 79, 81. Pas les relations, plutôt la cohérence des alimentations attendues. Okay, donc quand on a à gauche, voilà, il y a un code, non, il y a deux codes. On prend 0,3 à gauche, il faut qu'en face, on ait un 0,4, c'est plutôt la réciproque. Donc il faut assurer cette cohérence-là entre les trois blocs. La feuille, c'est un aperçu, hein, c'est pas complet. De la même façon, là, on peut vous communiquer le fichier qui va bien pour que vous ayez l'exhaustivité des contrôles à prévoir. Mais ça, typiquement, c'est des contrôles qu'on ne faisait pas en phase 2. En phase 2, on se contentait d'aller extraire le contenu d'un bloc et on validait le contenu. Moi, je simplifie un peu, hein, mais on valide les contenus par rapport à ce qu'on a en paye. En général, on faisait cet exercice-là. Alors, compte tenu de cette complexité, et je vais passer la main à Xavier Gaulle. Compte tenu de ces complexités, nous, on a un partenaire qui s'appelle Datim, avec qui on travaille de plus en plus, pour proposer à l'ensemble de nos clients une offre de services qui permettent de mettre en place ces contrôles et de sécuriser votre DSL. Et je passe la main à Xavier. Alors, bonjour quand même si je me suis permis d'intervenir un petit peu avant. Avec tout ce qu'on a vu, effectivement, il y a quand même beaucoup de choses qui poussent à s'interroger sur comment contrôler cette DSN. Frédéric l'a bien présenté, la complexité est devenue très importante avec la phase 3. Autant, déjà, il était un peu difficile quand même de lire une DSN en phase 2, mais elle était à peu près hiérarchisée entre blocs, donc on s'en sortait à peu près. On le voit maintenant, la hiérarchie des blocs en train de disparaître. Enfin, il y a d'autres blocs qui ne sont pas vus de façon hiérarchique, il y a des liens qu'il faut rajouter. Tout ça en tenant compte des dates, ça devient extrêmement compliqué. L'autre point qui est une question pour contrôler, c'est la volumétrie. Il y a 2 fois plus de données en phase 3 qu'en phase 2. Ça fait beaucoup de données à vérifier une par une, indépendamment du fait que des outils classiques vont avoir de plus en plus de mal à charger les données. Pour vous donner un exemple, sur une société de 1600 salariés, on déclenche 41 000 contrôles élémentaires à l'heure actuelle pour contrôler la DSN déposée chez nous. Donc, c'est 1600 salariés, 41 000 contrôles élémentaires. On imagine bien la complexité pour vérifier toutes ces données. Et évidemment, on en vient au point d'après, qui est la rapidité. Déjà, avec tout ce volume, la question est de savoir comment on peut le contrôler. Les gestionnaires n'ont pas un temps infini à chaque paye ou pour la recette pour contrôler toutes les données. Mais en plus, par-dessus, se rajoutent des contraintes de rapidité qui sont celles des signalements qui vont partir très rapidement ou tout de suite ou avec un tout petit temps de contrôle. Et puis, évidemment, le machine à machine qui va, en se mettant en place, facilite évidemment la gestion et le dépôt des DSL, mais va aussi, en les éclatant par établissement et en faisant des mécanismes automatiques, nécessiter d'être bien présent sur le contrôle lui-même et ne pas tarder à le faire. Les 2 autres points qui sont en lien avec la nécessité d'un outil de contrôle, Frédéric en a bien parlé auparavant, c'est quand même la régression. En mettant en place la phase 3, comment s'assurer que la phase 2 est toujours bonne, est toujours au même niveau, que vous n'êtes pas en train de laisser passer des éléments erronés alors que vous pensiez que ça a toujours été bon, y compris en production.
Voilà, je l'ai dit, on a constaté, un de nos clients a pu constater que le kit qui lui était fourni par son fournisseur provoquait des régressions sur la phase 2, donc c'est encore, ça va, il y a encore le temps pour le faire. Quand il y aura des mises à jour, ça va être plus compliqué. Et puis aussi, il y a les régressions sur la phase 2, et puis peut-être aussi s'assurer qu'il n'y a pas de régression sur la paye. Ça fait aussi un élément de plus. Il est possible que pour la mise en place de votre DSN, vous soyez obligé de toucher à certains éléments de paye. Comment vous assurer en même temps chaque mois que votre paye n'a pas bougé, que la phase 2, les données phase 2 sont toujours bonnes, et les données phase 3. Sachant que tout ça est dans un temps assez court entre le moment où la paye est générée et le dépôt. Et dernier point là aussi évoqué, c'est que la norme n'est pas figée. Il y a effectivement une norme phase 3 actuelle qui est valable jusqu'à la fin de l'année. Au 1er janvier, il y a une deuxième norme phase 3, et puis on peut être à peu près certain qu'elle va évoluer au fur et à mesure du temps. D'ailleurs, s'il évoquait qu'il y a sûrement un décalage, c'est qu'il y a quelques points à régler, donc ils vont se régler au fur et à mesure. Et puis, il y a toutes les données en plus qui arrivent, comme celles pour l'impôt à la source, et puis toutes les autres idées qui vont venir. Marisol Touraine l'a redit, c'est le sujet, toutes les administrations doivent passer par ce biais-là quand elles manipulent des données liées aux salariés. Donc, ça va aller toujours en s'améliorant, et ça devient quand même très difficile pour un gestionnaire de passer, de contrôler tout ça. Voilà. Tout ça pour dire que le contrôle classique qu'on voit beaucoup, qui est Excel, ne nous paraît plus du tout adapté à cette complexité, à la fois pour la rapidité, la volumétrie, tenir compte de l'ensemble des dates, de rattachement et toutes les périodes. Tout ça paraît pas du tout adapté. Et nous, justement, en tant que société, c'est ce qu'il y a. Il y a 18 mois, on a anticipé en étudiant ces normes, on s'est dit que c'est pas possible de continuer, de pouvoir vérifier tout ça avec les outils classiques. Il faut quelque chose qui est dédié. C'est ce qu'on a créé avec Conciliator DSN, un outil qui s'appuie sur justement la compétence de la team, à manipulation de gros volumes de données, terme habituel, le big data, mais justement la capacité à analyser très vite des très grosses masses de données. Tout l'intérêt et le point qu'on a cherché à résoudre, c'est de pouvoir donner un outil qui va permettre aux gestionnaires d'accélérer tout leur contrôle et de les sécuriser, tout en n'ajoutant pas une complexité informatique de plus, parce qu'il y a déjà toute la DSN à mettre en place, le paramétrage des pages à retoucher, tout ça, personne n'a envie de encore rajouter quelque chose. Et c'est pour ça que notre outil est basé entièrement sur la DSN. Ce qui fait que vous avez une DSN, vous pouvez utiliser notre outil. Il n'y a rien de plus à faire. Ça va démarrer. Et donc, tout le cœur de l'outil est sur le fait qu'on est en capacité d'écrire très rapidement des contrôles et des nouveaux contrôles, puisqu'il y a un moteur d'écriture de règles en langage naturel. C'est le cœur de l'affaire. Donc nous, en tant que société, nous créons régulièrement, nous suivons la norme, tout ce qui est normatif, nous créons et nous ajoutons sans arrêt des contrôles. Et en plus, ce moteur est laissé, nos clients peuvent aussi l'utiliser, c'est-à-dire qu'ils peuvent en plus ajouter des contrôles qui leur sont spécifiques, voire même par exemple des contrôles de seuil, des contrôles de changement, de perte d'établissement ou des éléments qu'ils veulent contrôler particulièrement ou même des contrôles de paye. Ça, c'est le côté contrôle. Et puis, ne pas oublier que, en plus, on s'est dit que ce qui serait bien, c'est que la DSN, en plus d'être une contrainte, devienne une opportunité. Et justement, c'est ce que j'évoquais, le contrôle de paye, en profiter pour la DSN et la digitalisation des transferts de données vers tous les organismes, autant en profiter pour digitaliser aussi le contrôle de paye. Et donc, on offre aussi la possibilité de contrôler complètement la paye et donc d'automatiser le contrôle de façon à ce que, tout comme pour la DSN, les gestionnaires
se concentre uniquement sur les erreurs détectées et non pas sur la recherche des erreurs. Voilà. Donc on a quelques clients, enfin on a des clients, je vais donner un exemple, il y a un client qui a identifié 500 règles de paye qu'il a écrites en 3 jours dans l'outil et ça lui permet de remplacer l'ensemble des contrôles qui étaient faits par ces gestionnaires. Maintenant les gestionnaires regardent le résultat, chargent, quelques minutes après regardent le résultat et non le résultat. Et puis le dernier point, c'est que ça permet aussi de sécuriser toutes les données qui sortent, parce que les données, vous avez des données qui sortent vers les salariés, vers les organismes, vers les organisations syndicales aussi dans le cadre du dialogue social. En chargeant de la DSN et de la paye, vous allez pouvoir vous assurer que l'ensemble de ce que vous communiquez est cohérent de façon très rapide. Donc, en résumé, voilà, il y avait des difficultés. Avec Conciliateur DSN, on apporte comme solution une solution à ces différents points en déclenchant des milliers de contrôles, en vous aidant par le biais on va le voir sur le slide après, mais par le biais de filtres à trouver extrêmement rapidement la source de l'anomalie dans votre paye. Et puis vous sécurisez en permanence. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'anomalie qu'on n'est pas sécurisé en sachant qu'il y a des centaines de contrôles qui ont été passés bons. Ça permet d'être sûr que c'est bon et de passer à autre chose, à s'intéresser à autre chose que à contrôler en permanence sa DSN et sa paye. Pour information sur tout ce qui est adaptation, là en décembre, on va encore ajouter 50 contrôles sur la phase 3 supplémentaire nativement. Pour illustrer clairement, pour illustrer un petit peu l'outil, parce que je vous ai donné le concept, il y a plusieurs éléments qui sont très importants pour faciliter. Donc, il y a le fait qu'on contrôle automatiquement ce qu'on appelle un audit automatisé. Ça va vous donner nativement les erreurs tout de suite, dès que vous chargez la DSN, les erreurs classées en fonction des erreurs de paramétrage, des erreurs de saisie, des erreurs de logiciel peut-être. Et puis vous allez aussi pouvoir consulter très rapidement votre DSN et notamment vous avez accès en direct à l'ensemble des mois, ce qui est quand même quelque chose de très pratique. Jusqu'à présent, puisqu'on démarre, tout le monde se focalise sur le mois déclaré. Et puis, ça tombe bien, les entreprises contrôlent aussi que le mois déclaré. Sauf que c'est un petit peu plus complexe que ça. La DSN s'inscrit dans la paye. Donc déjà, il peut y avoir, on s'assure qu'il n'y a pas d'incohérence entre les mois précédents, mais il peut y avoir aussi des difficultés avec les plafonds, par exemple, d'un mois sur l'autre. Vous assurez que tout ça tient. Donc, nativement, dans l'outil, vous pouvez voir votre DSN courante, mais vous pouvez aussi revoir les précédentes, revoir les données que vous avez déclarées précédemment, voir les données d'un salarié, comment ça s'est passé sur les différents mois. Et évidemment, si vous avez des signalements, vous retrouverez aussi des signalements qui sont présents. Et puis, sur la gauche, je vous présente les filtres, c'est-à-dire que en permanence, vous pouvez filtrer sur n'importe quelle donnée de la DSN, et ces données au pluriel, c'est-à-dire que vous pouvez activer plusieurs filtres en même temps. Vous pouvez chercher ceux qui sont en CDI et qui sont en arrêt de travail ou qui travaillent à temps partiel et qui sont en arrêt ou qui ont un salaire supérieur à une certaine valeur. Voilà. Vous allez pouvoir tout de suite rechercher vos données et vous pouvez aussi rechercher exactement toutes celles qui, sur une erreur, sélectionner l'erreur et avoir tous les dossiers concernés avec leurs caractéristiques. Par exemple, vous apercevez que l'erreur concerne que les personnes en CDD à temps partiel qui ont un jour d'absence dans le mois. Ça peut donner une piste importante. Et puis, en permanence, vous pouvez voir à la fois tout le contenu de la DSN par bloc, mais aussi, comme on l'a représenté, quand il y a une erreur, l'ensemble des dossiers qui sont concernés directement par cette erreur. Donc, dernier point, comment ça se traduit concrètement, tout ça. Je vous ai donné, j'ai essayé de répartir quelques cas clients.
pour vous donner un exemple, il y a beaucoup de diversité évidemment dans la paye. Le premier, c'est une société qui est en CSP, qui a 40 gestionnaires et qui utilise ça qui utilise Conciliator pour contrôler la DSN, bien sûr, évidemment. Sa première intuition, c'était la DSN phase 2, on s'en sort à peu près avec nos macros Excel. La phase 3, ça sera absolument impossible, donc ils ont commencé à rechercher un outil. Et en plus, ils se sont aperçus que finalement, quitte à contrôler la DSN phase 3, en utilisant les extractions standards de leur logiciel de paye, SAP, ils pouvaient charger aussi leurs résultats de paye, et du coup, ils contrôlent entièrement leur paye. C'est là qu'ils ont créé 500 contrôles pour tout contrôler, ce qui leur gagne par gestionnaire 2 jours de travail par mois. C'est-à-dire qu'une minute après avoir fini, non, j'exagère, 10 minutes après avoir fini leur paye, ils ont le résultat des écarts et ils travaillent là-dessus au lieu de passer 2 jours à essayer de les trouver, de manipuler des fichiers Excel, des extractions. L'autre cas, c'est une société d'assurance qui est un peu plus petite, mais qui s'est mis à transmettre sans avoir trop le temps de vérifier. Et en fait, en mettant notre outil, ils se sont aperçus que sur un mois, ils ont failli payer 11 millions de cotisations hautes, 6 millions, et qu'ils ne l'auraient pas vu s'il n'y avait pas eu l'alerte rouge qui s'est déclenchée dans notre outil. Dernier point, qui est souvent une remarque qu'on nous fait, c'est quand on est outsourcé, il n'y a pas besoin de contrôler parce que c'est le travail de l'outsourceur. Alors c'est un point ça fait un moment qu'on le dit, que c'est pas tout à fait vrai. Alors on est assez content parce que le premier outsourceur en France vient de sortir un outil de contrôle en disant que pour que la DSN et la paye soient justes, il faut un outil de contrôle, c'est indispensable. Donc il confirme notre discours depuis 1 an. Vous pouvez chercher, c'est sur Internet. Voilà, donc et ça tombe bien, en plus, c'est la société dont je parle travaille chez. Ils ont réalisé que en utilisant, ils prenaient la main sur ils contrôlaient le travail de leur outsourceur et ça permettait une amélioration ensemble, c'est-à-dire que le client se mettait à faire son vrai travail fonctionnel de vérification qui permet d'améliorer sa solution outsourcée et le paramétrage et de sécuriser son travail et aussi d'anticiper tout ce qui est modules qui sont mis en place, c'est-à-dire que l'outsourcer lui fournit un module phase 3 et lui demande de vérifier, ça permet de vérifier instantanément et de ne pas perdre encore un mois et essayer de savoir comment on va vérifier. Voilà, je pense qu'on est dans le sujet, dans les temps en plus. Oui, donc en fait, j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient... Là, il y en a une là. Temps thérapeutique plus obligatoire en phase 3. Non, le bloc 66, non, je vous confirme, il n'est plus obligatoire en phase 3. Pourquoi ? Parce que la DSIJ temps partiel thérapeutique n'est pas exploitée par la CNAM. Du coup, de toute façon, même si vous mettez quelque chose dans le bloc 66, il n'y aura pas d'exploitation derrière par la CNAM. Donc, il n'y a plus aucune obligation de remplir le bloc 66. Donc les fiches de paramétrage ne concernent que les OC. Que les OC, ouais, les organismes complémentaires. En fait, finalement, la retraite, c'est beaucoup plus simple que la partie IRC est beaucoup plus simple à instruire dans la DSN phase 3 que la partie organisme complémentaire, c'est-à-dire prévoyance, retraite supplémentaire, etc. Donc les fiches, effectivement, de paramétrage ne concernent que la partie OC, organisme complémentaire. Est-ce que l'outil de contrôle est compatible avec tous les logiciels ? Oui, alors complètement, puisque on s'appuie sur la DSN, donc il n'y a aucune surprise. Tout le monde a le même format et c'est bien l'énorme avantage de la DSN pour contrôler. On est sûr que tout le monde a les mêmes contrôles et les mêmes données. En fait, l'outil, vous mettez le fichier DSN dans l'outil, et puis l'outil exploite directement le fichier DSN en sortie de votre système d'info. Donc, quel que soit le système d'info, de toute façon, le fichier en sortie, il a le même format. Donc, c'est indépendant et, je dirais, insensible au système source. Voilà, exactement. Si vous êtes capable de le déposer sur NetEntreprise, ça marchera sur l'outil. Peut-être effectivement une précision sur l'outil, tout comme NetEntreprise, vous déposez sur NetEntreprise,
pour utiliser, c'est entièrement conciliateur étant SaaS, c'est-à-dire que vous déposez sur nos serveurs sécurisés de la même façon que vous déposez sur NetEntreprise. C'est évidemment un point de sécurité, c'est des serveurs extrêmement sécurisés qui sont à la norme, qui autorisent à stocker des numéros de carte bleue. Donc on n'a pas de souci. Et d'ailleurs, tous les gros clients avec lesquels on travaille ont évidemment fait auditer notre solution pour s'assurer que les données personnelles soient en sécurité. Mais en termes de simplicité, ça veut dire que vous n'avez rien à faire pour l'utiliser, aucun développement informatique, vous n'avez pas à le maintenir. Dès que la norme évolue, nous en chargeons et vous n'avez aucune notion de réinstallation. Et en plus, ça intègre nativement DSN-Val, enfin même la brique de contrôle NetEntreprise, ce qui fait que vous n'avez plus besoin de tester auparavant avec DSN-Val. L'ensemble des contrôles se font dans le cadre de notre interface. Et s'il n'y a pas de rejet chez nous, il n'y aura pas de rejet sur NetEntreprise. La question était un petit peu plus précise. En fait, c'était comment comparer la cohérence paye si nous n'avons pas accès au logiciel. D'accord. Donc, sur l'aspect paye, effectivement, sur le contrôle de paye, on a des connecteurs qui sont basés sur les sorties des logiciels. Voilà, donc, c'est généralement les sorties, effectivement, on adapte dans ce cas-là à chaque logiciel. Mais généralement, c'est des sorties classiques de contrôle, donc il n'y a aucune nouveauté complémentaire. On s'appuie sur les standards. En ce qui concerne la CVAE, en janvier 2018, la déclaration annuelle devra-t-elle l'être par le CERFA? Au titre de 2017, oui, parce que la CVAE, comme on l'a dit, là, n'est pas couverte en 2017 par la DSN. Donc le CERFA 1330, il reste. D'accord. Comment peut-on avoir des contrôles de paye si on ne dépose que le fichier DSN? Donc, c'est à peu près la même question. Oui, c'est la même question. C'est effectivement la question des connecteurs. C'est une bonne question, mais qui est traitée sans difficulté avec des connecteurs dédiés pour chaque logiciel. Vous avez forcément toujours des sorties de contrôle de paye. De toute façon, c'est ce que vous faites aujourd'hui en fait pour contrôler votre phase 2 sur les blocs URSAF. Vous extrayez sûrement ou d'une façon ou d'une autre les résultats de paye et vous les comparez aux blocs agrégés URSAF. Demain, l'extraction de paye que vous faites, vous l'injectez dans Conciliator et Conciliator automatiquement opère le rapprochement et vous renvoie les écarts. Donc en fait, vous faites l'intégration dans Conciliator et en restitution directe, Conciliator vous donne le montant agrégé DSN, le montant agrégé paye et vous donne l'écart. Il vous fait 2 colonnes, il vous fait 3 colonnes en fait. Je simplifie un peu, mais il vous donne une colonne paye, une colonne DSN et dans une troisième, il vous donne l'écart. Exactement. Donc plutôt que de passer par Excel pour faire la manip, vous chargez directement les résultats dans Conciliator et c'est Conciliator qui s'occupe de faire ce que aujourd'hui vous faites peut-être en mode dégradé, peut-être, je dis, dans Excel. Les régimes ARCO, AGIRC, oui. merci, sont-ils concernés par la fiche paramétrage? Non, alors il n'y a pas de fiche, parce qu'il y a moins d'exigences sur la partie affiliation sur les caisses de retraite. Donc il n'y a pas de fiche de paramétrage pour les caisses de retraite. Il y a beaucoup de questions sur les tarifs, qui contacter, etc. Alors qui contacter, vous nous contactez, à Sherpass. Vous avez des contacts questions chez Sherpass, mais autrement, vous avez reçu l'invitation du webinaire avec mon adresse email, donc vous pouvez me contacter directement. Voilà, on a, je pense, répondu quasiment à toutes les questions. Après, on mettra sûrement le lien vers le site Conciliator DSN pour ceux qui veulent plus de précision puissent aller voir. Il y a évidemment plus d'informations directement sur le site. Voilà, donc ce sera aussi un moyen d'avoir des réponses. Alors, une dernière question. Il doit nécessairement y avoir un minimum de paramétrage pour le connecteur. Quelle difficulté? Alors, je le redis, le connecteur s'appuie sur des sorties standards des outils. Après, la question est celle des contrôles que vous voulez ajouter par rapport à vos paramétrages de paye. C'est-à-dire que vous allez pouvoir écrire des contrôles sur vos propres rubriques, évidemment qu'on ne peut pas connaître a priori,
vos rubriques et surtout vos assiettes. Donc le gros de ce qui est fait par nos clients quand ils veulent, c'est s'assurer que l'ensemble des assiettes telles qu'ils les ont paramétrées sont bien cohérentes en sortie et tiennent la cohérence entre elles et avec la DSN. Et donc ça, évidemment, c'est ce qu'on a évoqué, c'est l'utilisation du moteur de règles qui va très vite, puisque je vous ai dit quelques centaines en 3 jours. Pourquoi ça va très vite? Parce que ça s'écrit, c'est comme c'est comme dans Excel, c'est vous allez juste vers un plus et un égal. Tout ce qui est notion de date est intrinsèquement géré. Et vous pouvez tester tout de suite le résultat sur vos données chargées. Ouais. Donc, par contre, le chargement lui-même est assez classique. Tous les outils ont la même chose, c'est des rubriques et des données et des valeurs dedans. Hein. J'ai une question à ce sujet. Oui. Comment savoir si c'est qui peut écrire les contrôles? Est-ce que c'est un profil plutôt SI ou est-ce que c'est un profil plutôt métier? Alors, évidemment, on a toujours envie de dire métier tout de suite parce que c'est les contrôles métiers. Maintenant, comme on manipule les données, c'est comme dans Excel, des sommes, il faut une certaine cohérence entre les blocs. Donc c'est bien d'être un petit peu accompagné pour les premiers, il vaut mieux être accompagné. La cible après, c'est sûrement que le métier puisse corriger un contrôle écrit très facilement et vérifier tout de suite le résultat. D'accord. J'ai pas mal de questions aussi sur la suite, c'est-à-dire le prélèvement à la source. Donc, est-ce que cet outil-là pourra prendre en charge des évolutions futures? Alors évidemment que le fait qu'il soit en SaaS, c'est-à-dire que c'est un service qu'on vous fournit et on vous fournit pas un logiciel que vous installez, fait qu'on s'adapte en permanence et on anticipe toutes les modifications. Donc on vous assure d'être toujours en phase avec les évolutions de la norme, de façon à ce que, au contraire, c'est l'outil qui vous indique que vous avez peut-être pas eu l'occasion de voir des évolutions de la norme. C'est pas vous qui dites il faudrait qu'il y ait tel élément de la norme. En plus, comme le même outil est partagé avec des dizaines d'entreprises, ça permet que il y ait des retours, même les retours. Si une entreprise a un retour d'un organisme qu'on ne contrôlait pas, on va l'implémenter, il nous est signalé, on l'implémente et toutes les entreprises en profitent tout de suite. Donc en plus, ça s'enrichit en permanence. Donc il me reste à remercier tout le monde. Merci beaucoup de votre Merci présence. pour votre participation et pour vos questions et puis merci surtout aux intervenants. Donc on reste en contact. Passez une excellente fin de journée et à très bientôt.